Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci de m'avoir à nouveau invité, Nima, et salutations à vos téléspectateurs et auditeurs. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Alex, permettez-moi de commencer par la rencontre entre les Américains et les Russes, l'une des plus importantes, à mon avis, depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils discutent de 28 points, du moins d'après ce que nous avons appris dans l'interview que le président russe a accordée à India Today. Il a déclaré qu'ils avaient divisé ces 28 points en 4 ensemble, comme Poutine l'a mentionné dans cette interview, et qu'ils avaient eu 5 heures de discussion, sans Lavrov, sans Ushakov, seulement Kirill Dmitriev avec Poutine. De l'autre côté, il y avait Victoria Nuland et Jared Kushner. Je pense que c'est un signe de sérieux de la part du président américain. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe? Je pense qu'il planifie clairement l'avenir du monde. Et la présence du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le même jour, à la même heure, censé rencontrer Sergei Lavrov, est extrêmement significative. Je pense que cela indique qu'une triade est en train d'émerger. Les États-Unis, la Russie et la Chine, les 3 superpuissances nucléaires mondiales. Le fait que la rencontre entre Vladimir Poutine et Kirill Dmitriev, et c'était, je crois, leur 5e rencontre, Ah, la 6e, d'accord. Leur 6e rencontre ait duré 5 heures, est à mon avis une indication assez claire qu'elle s'est très bien passée. Et l'un des responsables russes, je ne me souviens plus lequel, lorsqu'on lui a demandé si cela avait rapproché les partis. Vous savez, il ne voulait pas divulguer grand-chose sur le contenu des discussions, mais on lui a demandé si cela avait rapproché ou éloigné les 2 parties. Et il a répondu certainement pas éloigné, mais il n'a pas dit « Oh oui ». Ensuite, un journaliste allemand de haut niveau, je m'excuse, j'ai oublié son nom de famille est Bob, Patrick Bob. Oui, c'est ça. Il s'entretenait hier avec Daniel Davis et il disait que les Chinois participaient bien à ces discussions. Il n'a pas précisé si Wang Yi avait pris part à la réunion d'hier, mais celle-ci s'est tenue à huis clos, ce qui signifie que pendant ces 5 heures, ils ont peut-être passé un moment ensemble, peut-être déjeuner ou dîner ensuite. Nous ne savons pas. Mais, vous savez, il pense que les Chinois participent bel et bien à ces discussions, ce qui est un aspect supplémentaire encourageant. Et que, parmi d'autres sujets, la question de l'exploration et du développement de l'Arctique était abordée entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Il parlait également de la réouverture des gazoducs Nord Stream, car l'un des 4 tuyaux serait apparemment encore intact. C'est un peu étrange que cela n'implique pas l'Allemagne, mais je dirais que le côté américain anticipe peut-être une sorte de changement de régime en Allemagne, ce qui a été annoncé et suggéré comme quelque chose d'imminent. La division des 28 points en 4 catégories. Cela a été annoncé presque aussitôt que les 28 points avaient fuité. Je trouve l'ensemble très encourageant, car rappelons que les 28 points comprenaient une disposition selon laquelle l'Ukraine deviendrait une nation neutre, qu'elle ne rejoindrait aucune alliance militaire occidentale. Non seulement cela, mais l'Ukraine devrait inscrire ce principe dans sa constitution. Ensuite, la partie russe devrait adopter une loi déclarant « Nous ne dépasserons pas l'Ukraine, nous n'attaquerons aucune autre nation occidentale », ce qui est extrêmement important pour faire taire tous les va-t-en-guerre européens qui ne cessent de hurler « Les Russes arrivent, les Russes arrivent ». Je pense qu'ils vont dire « Nous ne les attaquerons pas, à moins d'être attaqués par eux ».
Bien sûr, évidemment. Oui, oui. Mais vous savez, quelque chose de ce genre peut être formulé de manière très claire et explicite. La Douma russe l'adoptera comme loi. Et ensuite, vous savez, les Américains et les Chinois pourront dire « De quoi parlez-vous? Les Russes viennent juste d'adopter une loi. De quoi avez-vous peur ?» Et puis bien sûr, les populations européennes prendront également note de ce fait, et leurs dirigeants, qui essaient de les pousser à la guerre contre la Russie, perdront non seulement toute crédibilité, mais probablement aussi leur légitimité. Car personne en Europe n'a voté pour une guerre avec la Russie. Personne ne veut de guerre avec la Russie. C'est seulement un segment très restreint des élites politiques qui pousse dans ce sens, et qui le fait avec un zèle de plus en plus hystérique, un zèle aveugle qui frôle la folie. Tu sais, souviens-toi d'Annalena Baerbock, il y a environ 2 ans. Elle avait dit que peu importait ce que voulaient ses électeurs allemands ou s'ils en souffraient, elle mettait l'Ukraine avant tout. Mais maintenant, tout récemment, le ministre allemand des Affaires étrangères, je ne me souviens plus exactement de son nom, Johann quelque chose, est passé à la télévision et a déclaré qu'en prévision de ces discussions, si la Russie ne cédait pas, alors l'Allemagne allait s'impliquer directement dans cette guerre. Et si cela déclenchait la Troisième Guerre mondiale, tant pis pour l'Ukraine. Il a dit quelque chose dans ce sens, ce qui est complètement insensé. Je ne sais pas au nom de qui il parle, mais certainement pas au nom du peuple allemand. Et donc, vous savez le fossé entre le peuple, les prétendus électeurs des démocraties européennes et leurs dirigeants devenus fous ne cesse de s'élargir. Et c'est peut-être pour cette raison que, vous savez, les Américains anticipent, ou peut-être même favorisent, une vague de changement de régime en Europe. Ils pourraient le faire en soutenant des partis comme l'AfD en Allemagne, en soutenant Viktor Orban, Robert Fico, et ainsi de suite. Tous les partis et dirigeants anti-guerre, tout en faisant avancer les enquêtes anticorruption qui attrapent déjà de gros poissons. Comme cette semaine, l'ancienne ministre européenne des Affaires étrangères, Federica Mogherini, a été arrêtée et ses bureaux perquisitionnés. Donc vous savez, ce rouleau compresseur avance, et qui sait ce qui pourrait arriver. Tu sais, hier j'ai vu cette vidéo où Vladimir Poutine avertissait l'Europe et les Européens que si eux attaquaient la Russie, la réponse serait différente de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent en Ukraine. Cela montre à quel point la situation entre la Russie et l'Europe est devenue sérieuse. Il n'y a aucune raison pour que Vladimir Poutine s'adresse ainsi aux Européens, à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment irrationnel, trop irrationnel, entre les deux camps. La Russie essaie de comprendre la position européenne, mais elle n'y est pas parvenue, ou peut-être qu'elle la comprend, et ne voit simplement aucun acteur rationnel en Europe. C'est pourquoi elle est si frustrée par ce genre de déclaration. D'abord, l'Europe ne cessait de dire « La Russie va nous attaquer, la Russie va nous attaquer ». Et maintenant, elle parle d'une attaque préventive contre la Russie. Ce genre de rhétorique est extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux. Vous savez, le problème, c'est que je suis convaincu que la Russie comprend parfaitement bien à qui et à quoi elle a affaire. Le problème, c'est que dans le grand public, il existe certaines opinions, certaines idées reçues, et une manière particulière dont les gens perçoivent leur monde. Et si vous dites quelque chose de trop radicalement différent de ce que pense la personne moyenne, la réaction est du genre « Oh mon Dieu, ces gens sont complètement fous ». Ainsi, les dirigeants européens, américains, chinois et russes doivent tous faire attention à s'exprimer d'une manière que les gens puissent comprendre et à laquelle ils puissent s'identifier.
Parce que s'ils pensent que Vladimir Poutine est complètement fou, qu'il a perdu la tête, cela donne de la crédibilité à l'autre camp, celui qui dit « Les Russes viennent pour nous ». Vous savez, c'est comme le dicton « Si vous vivez dans une maison de non-voyants, ne déplacez pas les meubles, laissez les choses en l'état ». Et donc, vous savez, les politiciens doivent toujours tenir compte de l'opinion publique, car s'ils ne le font pas, cela peut être très contre-productif. Ainsi, même si Vladimir Poutine sait à quoi il a affaire, il ne peut aller que jusqu'à un certain point dans ses déclarations publiques. Mais en même temps, la manière dont il s'est exprimé cette fois visait à dissuader les dirigeants européens de faire quelque chose de stupide, et peut-être à encourager ceux qui l'écoutent à faire pression sur leurs dirigeants pour qu'ils mettent fin à cette folie. Parce que dans leur opération militaire spéciale contre l'Ukraine, les Russes adoptent une vision à long terme, et ils ont été très prudents pour ne pas commettre d'atrocités à grande échelle. Il est presque inévitable qu'il y ait des victimes civiles innocentes, mais ils ont été très attentifs à ne pas le faire délibérément, ni massivement. Ils ont fait tout leur possible pour l'éviter lorsque cela était possible. Ainsi, le nombre de victimes civiles dans la guerre en Ukraine est remarquablement faible, car les Russes comprennent que si l'on commet des atrocités, cela reste une plaie ouverte dans la société, qui peut toujours être exploitée plus tard par ceux qui cherchent à déstabiliser le pays. En tant que Croate, je le sais, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le camp croate a commis certaines atrocités contre les Serbes. Et on n'a pas vraiment le droit de connaître toute l'ampleur de ces faits. Toutes les tentatives pour aller au fond des choses et dire « D'accord, découvrons combien il y a eu de victimes » restent toujours en suspens. Le recensement des victimes et des pertes n'est jamais autorisé à être achevé, car cela laisse beaucoup de marge de manœuvre à ceux qui manipulent les récits, n'est-ce pas? Ils peuvent utiliser cette histoire de manière plus efficace. Mais néanmoins, les atrocités ont été commises, et à ce jour, la Croatie en porte encore la marque. Il y a beaucoup de gens de l'autre côté qui craignent les Croates, qui craignent un État croate. Il y a aussi des personnes dans le monde entier qui éprouvent une certaine antipathie envers la Croatie à cause du gouvernement aligné sur les nazis que nous avons eus pendant un certain temps à Zagreb. Ce sont là les principes de l'histoire, et le camp russe le reconnaît. Ils font donc très attention à ne pas commettre de telles erreurs non forcées, afin de pouvoir construire un avenir avec l'Ukraine comme nation amie aux frontières de la Russie. Mais si une nation européenne attaque la Russie, encore une attaque contre la Russie venant de l'Ouest, eh bien la Russie peut les recouvrir de Kinzhal, Oreshnik, Burevestnik, et ainsi de suite. Il est probable que des centaines de ces missiles soient déjà programmés avec des cibles dans des bases militaires de l'OTAN, des quartiers généraux de l'OTAN, du MI6, qui sait? Et peut-être que les Russes traiteront leurs ennemis en Europe de manière très très sévère, ce qui serait complètement différent de la façon dont ils ont agi avec l'Ukraine jusqu'à présent. C'est une catégorie d'ennemis tout à fait différente. Ainsi, Vladimir Poutine vient de faire savoir aux Européens « Si vous voulez nous attaquer, vous êtes seuls, c'est votre risque, et nous répondrons comme nous l'estimons nécessaire. » Les Européens n'ont aucune défense contre cela. Si les Russes tirent un Kinzhal sur une base militaire de l'OTAN, l'OTAN n'a aucun moyen d'empêcher l'impact. Et qui sait quelles cibles sont déjà programmées dans les missiles russes? Ce que nous avons vu pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël paraîtra probablement être un pique-nique comparé à ce que l'Europe aurait à affronter. Alex,
il me semble que pendant l'administration Trump, nous parlions de la manière dont ils essayaient de gérer la situation avec les Ukrainiens et les Européens. Ils avaient déjà commencé à traiter avec l'administration Zelensky. Il semble qu'ils aient été derrière la destitution de Yermak, car Yermak était l'homme de Soros au sein de l'administration Zelensky, soutenu par Soros et des personnes de son entourage. Umarov, en revanche, ne semble pas aussi radical lorsqu'il s'agit des négociations. Penses-tu que les États-Unis ont décidé de s'en prendre à l'administration Zelensky et d'affaiblir les liens avec les Britanniques, compte tenu de la manière dont ils ont influencé le gouvernement de Zelensky? C'est bien mon impression, oui, tout à fait. J'ai vu que les Américains avaient fait la même chose dans d'autres endroits, notamment en Bosnie-Herzégovine, où ils ont essentiellement essayé de couper les ailes des Britanniques et de mettre en quarantaine leur influence géopolitique. Et vous savez, il y a beaucoup de preuves solides que Volodymyr Zelensky serait un agent britannique, tout simplement. Après son élection, je crois qu'en octobre ou novembre 2019, il est allé à Londres et a passé environ 2 heures en réunion avec Sir Richard Moore, qui était à l'époque le chef du MI6. À ce moment-là, Zelensky était déjà président de l'Ukraine. Son homologue aurait dû être Boris Johnson, je pense. Il aurait dû rencontrer Boris Johnson, pas le chef du MI6. C'est vraiment étrange. Et puis cela a fuité dans les médias ukrainiens, ce qui a suscité beaucoup de questions. Alors ils ont inventé une histoire pour couvrir l'affaire. Oh, vous savez, on parle de sécurité, de stabilité, de paix et tout ça. Blablabla. Mais malgré tout, il aurait dû rencontrer au niveau du cabinet, pas au niveau de l'appareil de sécurité d'État. Donc, en exerçant une pression sur Zelensky et sur son cercle très proche de confidents, dont certains ne font même pas partie du gouvernement, je pense que l'administration Trump les pousse à coopérer. Et je pense aussi qu'il les presse de collaborer aux efforts de lutte contre la corruption. Et non seulement cela, mais des personnes comme Yermak, Zelensky, Umerov et d'autres savent ce qui se passe à huis clos en Ukraine. D'où venait l'influence, d'où venait l'argent, où il allait, comment il était blanchi et par quels canaux. Et je pense que cela compromettra inévitablement de nombreux dirigeants européens, banques, banquiers, ONG, et ainsi de suite. Nous pourrions donc assister à une sorte de purge massive de cette présence parasitaire qui ne se limite pas à l'Ukraine. Elle est à peu près partout, y compris aux États-Unis. Parce que, vous savez, il y a quelques semaines, nous avons découvert qu'un certain nombre de milliardaires européens avaient transféré de l'argent vers les États-Unis pour financer divers groupes, disons, de gauche radicale qui s'agitaient contre l'administration Trump, entre autres, en finançant les manifestations No Kings, n'est-ce pas? Et tous ces milliardaires étaient européens. Je crois que le montant en question s'élevait à environ 2 milliards d'euros, ou 2 milliards de dollars, qu'ils ont versé à divers groupes aux États-Unis. Et vous savez, c'est très significatif et important à surveiller. Je pense que cette découverte, faite par un groupe privé qui l'a révélée, n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. Il y a sans doute un vaste réseau d'ONG opérant aux États-Unis et ailleurs dans le monde, cherchant à déstabiliser ou à renverser des gouvernements, à organiser des révolutions. Et il est probable que l'administration Trump soit l'une des principales cibles, voire la principale. Si l'on étudie de près comment la révolution bolchevique s'est produite en 1917, c'est ainsi que ça s'est passé. Et le renversement du gouvernement ukrainien en 2014, c'est ainsi que ça s'est passé aussi. Ils infiltrent le système avec littéralement des centaines d'organisations non gouvernementales. Ils agissent à travers des associations caritatives, car ces associations donnent ensuite de l'argent à des organisations radicales
qui, comme vous le savez, déguisent leur activisme en justice sociale, progressisme, promotion des causes des femmes, des causes LGBT et lutte contre le racisme. Ils donnent de l'argent à Black Lives Matter et à d'autres mouvements du même genre. Mais en fin de compte, lorsque le système devient mûr pour être renversé, ces groupes se transforment en émeutiers, manifestants, perturbateurs, terroristes, assassins, et ainsi de suite. C'est donc très, très dangereux. Il existe de nombreux précédents historiques, pas seulement aux États-Unis, et rien n'indique que cela ne pourrait pas se produire ici aussi. Vous savez, si ce plan avait été efficace pour renverser les 300 ans de règne des Romanov, le régime tsariste en Russie, alors qu'est-ce qui les empêcherait de renverser les États-Unis et d'en faire à nouveau une colonie de l'Empire britannique? C'est donc quelque chose de très, très dangereux et de très important. Et, vous savez, je suis heureux de voir qu'un grand nombre d'Américains, ainsi que de nombreuses organisations et associations aux États-Unis, sont extrêmement sensibles à cela. Ils sont concentrés comme un laser sur ce qui se passe. Vous savez, George Soros et d'autres, appelons-les des philanthropes, travaillent toujours et partout à des choses néfastes pour déstabiliser les gouvernements locaux. Alex, si tu devais mentionner la source de cette haine envers la Russie en Europe, d'où vient-elle? Tu sais, est-ce qu'elle a été créée par des guerres historiques entre l'Europe et la Russie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va au-delà? C'est idéologique. Ils ne voient pas. Non, non, non. C'est pas quelque chose de créé, de figé ou de permanent. C'est quelque chose qui est promu par, vous savez, il y a des think tanks qui élaborent les récits, puis les médias les diffusent. Donc ce que vous faites, c'est que si vous voulez créer un ennemi, vous commencez à répandre le message, à le diffuser aussi largement que possible, en diffusant sans cesse des histoires négatives sur Slobodan Milosevic, Saddam Hussein, Muammar Kadhafi, Bachar el-Assad, le régime iranien, le régime chinois, les Russes, et ainsi de suite. Et les gens ordinaires, qui travaillent toute la journée, n'ont pas le temps de faire des recherches. Ils rentrent chez eux fatigués, prennent quelque chose à manger. Ils regardent les informations pendant une demi-heure. Et chaque jour, c'est la Russie est mauvaise, la Russie est mauvaise, la Russie est mauvaise. Au bout d'un moment, les gens finissent par supposer que la Russie est mauvaise et dangereuse. Et quand tout le monde pense la même chose, cela devient pratiquement une partie de la culture. L'état d'esprit russophobe s'infiltre un peu partout dans la société. Puis si quelqu'un ose dire « Oh, la Russie n'est pas dangereuse », les gens te prennent pour un fou. C'est comme « Regarde, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord ». Tu vis évidemment dans un univers parallèle, alors on t'ignore, on te rejette, ou on te traite de pantin de Poutine, d'idiot utile de la Russie, ou quelque chose du genre. Et donc, cela est fait délibérément. C'est pourquoi, disons, l'une des techniques très efficaces que les Britanniques utilisent dans leurs opérations d'influence à travers le monde consiste à racheter systématiquement des entreprises médiatiques. Ils en prennent le contrôle. Ils s'assurent que les rédacteurs en chef de tous ces journaux sont des personnes qui répondent à leurs priorités. Ensuite, ils font appel à des agences de relations publiques. Il y en a beaucoup, mais par exemple, il y en a une appelée Albany Associates, qui a été très active au Liban et en Syrie avant la chute du régime de Bachar al-Assad. Et maintenant, cette même société, Albany Associates, a été très active en Bosnie-Herzégovine. Or, la Russie ne représente absolument aucune menace pour la Bosnie-Herzégovine. Mais, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à convaincre environ 60% des Bosniaques que la Russie est leur plus grand ennemi. Comme ça, tout simplement.
Cela se fait de manière perpétuelle, constante, sans arrêt. Et on peut le constater, en fait, si l'on... Je me souviens toujours avoir regardé un discours de ce journaliste russo-américain. Comment s'appelle-t-il déjà? C'est sur le bout de la langue. Vladimir Posner, n'est-ce pas? Vladimir Posner a donné une conférence à l'université de Yale, et elle est quelque part sur YouTube. Yale University, and it's on YouTube somewhere. And then towards the end, during the Q&A session, Et puis, vers la fin, pendant la séance de questions-réponses, il a raconté au public comment, à la suite du coup d'État en Ukraine, quelques années plus tard, il avait payé une équipe de chercheurs pour examiner toutes les éditions du New York Times sur 3 ans, de 1915 à 1917, et y trouver tous les articles mentionnant la Russie, afin de voir combien d'entre eux en parlaient de manière positive. Ils ont trouvé exactement 0 article mentionnant la Russie dans un contexte positif. Cela ne peut pas être accidentel, car si les gens écrivaient simplement des articles, si l'on envoyait un journaliste en Russie ou à un match de hockey ou de basket où la Russie affrontait un autre pays, tu pourrais trouver quelque chose de positif à dire. Ou bien, tu es allé à un ballet du théâtre du Bolchoï, n'est-ce pas? Ils offrent, tu sais, des spectacles véritablement de classe mondiale. Tu aurais évidemment quelque chose de positif à dire. Ou si tu étais allé à Moscou et que tu disais, par exemple, « Waouh, cette ville est incroyable, belle, propre, prospère, superbement bien organisée. La nourriture est excellente et le service est impeccable. » Ce que tout le monde dit en revenant de Moscou, n'est-ce pas? Au lieu de cela, 100% des récits sont négatifs et c'est délibéré. La raison, c'est de créer une culture russophobe afin que, lorsque tu dis « les Russes arrivent », les gens te croient. Et quand votre plus haut général dit « vous allez devoir sacrifier vos enfants parce que nous allons faire la guerre contre la Russie », les gens répondent « oh, eh bien je ferais mieux de sacrifier mes enfants parce que la Russie est mauvaise et que les Russes arrivent. Et si nous voulons défendre notre grande patrie, je dois sacrifier mes enfants. » C'est pour cela que c'est fait. Ce n'est pas spontané et ce n'est pas quelque chose de figé. C'est conçu, financé et injecté dans la culture locale, fait délibérément pour créer un consentement à la guerre. Alex, cette semaine nous avons eu des discussions avec différents experts et invités ici sur le podcast à propos de la question de savoir si la Russie était capable d'intervenir en Ukraine en 2014. Une partie des critiques vient de la question de savoir pourquoi il a fallu autant de temps à la Russie pour intervenir. Après tout ce qui s'est passé, le coup d'État, la reconstruction de l'armée ukrainienne, les 700 000 soldats formés par l'OTAN et la préparation de cette guerre dévastatrice pendant 4 ans en Ukraine. Nous avons également parlé de la situation en Russie avant que Vladimir Poutine n'arrive au pouvoir en 2000. La Russie était dévastée, confrontée à de nombreux problèmes internes, presque une sorte de guerre civile avec la Tchétchénie, de ce qui s'y est passé, et de la manière dont les États-Unis, la CIA, le MI6 et d'autres services de renseignement manipulaient la situation en Russie. Quand on regarde la Russie en 2014, en se souvenant qu'en 2008, elle avait eu une guerre avec la Géorgie, lorsque le gouvernement géorgien avait décidé d'attaquer les Russes, on peut voir qu'il y avait déjà beaucoup de tensions à cette époque. L'économie s'améliorait, mais très lentement. On observe le rythme des événements de ces années-là. Quelle est votre compréhension de la Russie en 2014? Et dans quelle mesure la direction russe était-elle capable ou disposée à intervenir en Ukraine pour éviter le coup d'État, pour prévenir ce qui s'est produit ensuite, avec environ 14 000 personnes tuées pendant le conflit entre l'Est de l'Ukraine et le gouvernement de Kiev, le gouvernement ultranationaliste?
Quelle est votre compréhension de cette période? I'm going to have to guess a little bit, but I think that Russia was Je vais devoir deviner un peu, mais je pense que la Russie était capable d'intervenir en Ukraine en 2014. L'armée ukrainienne était moins de la moitié de la taille qu'elle avait en 2022. Je crois qu'il comptait environ 140 000 soldats. Et vous savez, elle était bien moins bien armée par l'OTAN à cette époque. Car ce n'est qu'après 2014 que l'OTAN a mis en place ce grand système d'acheminement d'armes défensives et offensives. Donc, les Russes auraient pu s'occuper de l'Ukraine plus facilement. Mais je pense que sur le plan stratégique, c'était très risqué pour eux, car ils devaient renforcer leur résistance aux sanctions occidentales. Vous savez, ils devaient en quelque sorte... Alex, désolé de t'interrompre. Alex, sorry for interrupting you. The other point L'autre point, c'est que les BRICS ont été fondés en 2009. was founded in 2009. Ouais. Yeah. Allez-y. Yeah, so, you know, I think that Russia... Oui. Donc, vous savez, je pense que la Russie, disons le Kremlin, ne se sentait pas confiante quant au fait que cela se passerait bien. Parce que, vous savez, bon, c'est une chose d'entrer en Tchétchénie, au Daghestan ou en Géorgie et de mener une guerre limitée. Mais l'Ukraine comportait clairement le risque d'impliquer l'OTAN et les États-Unis du côté de l'Ukraine. En 2008, lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, ils avaient déjà explicitement pris l'engagement que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres de l'OTAN à l'avenir. Pas pourraient, pas devraient, mais deviendront. members of NATO in the future. Not might, could, will. And then, you know, you always have... Et puis, vous savez, il y a toujours le problème de la manière dont le reste du monde réagira à cela. Parce que si vous vous retrouvez isolé, vous êtes en difficulté. Je pense donc que les 8 années qui ont suivi 2014 ont donné à la Russie le temps nécessaire pour renforcer ses relations avec l'Inde, la Chine et d'autres nations du Sud global. Des préparatifs militaires étaient également en cours. Les missiles hypersoniques ont été annoncés pour la première fois, je crois, en 2016, mais ils n'étaient pas opérationnels en 2014. Et il y avait aussi cette compréhension que des sanctions occidentales seraient imposées, que la Russie restait vulnérable à une exclusion du système SWIFT. Russia was still vulnerable to being cut out of the SWIFT system. And so I think that even though Et donc, je pense que même si en 2022, la Russie faisait face à un ennemi bien plus grand, elle était plus confiante dans sa décision de lancer l'opération militaire spéciale qu'elle ne l'était en 2014. Lorsque, du moins sur le plan militaire, il aurait été plus facile d'aller jusqu'à Kiev, de renverser le régime aligné sur l'Occident et de ramener Yanukovych au pouvoir. Cela aurait été plus simple. Mais ensuite, vous savez, tous les autres éléments stratégiques, les alliances, la réaction du reste du monde, l'isolement potentiel de la Russie, les sanctions, le système SWIFT, tous ces facteurs auraient pu être très handicapants pour la Russie. C'est là, je pense, que réside la différence. So I think that's the difference. And then, you know, Russia goes by this principle always. Et puis, vous savez, la Russie suit toujours ce principe. Essayer d'éviter la guerre à tout prix, et le faire avec une trace écrite appropriée, afin que lorsque l'histoire sera écrite, personne ne puisse nier qu'à chaque étape, la Russie a cherché à exprimer ses griefs et à apaiser les tensions de manière pacifique. Par exemple, après le coup d'État de 2014, elle a demandé des pourparlers et les a tenus à Genève. Ensuite, elle a rédigé les accords de Minsk. Et lorsque les accords de Minsk n'ont pas été respectés, elle est passée à Minsk II. Et avant de lancer l'opération militaire spéciale, la Russie a soumis aux États-Unis et à l'OTAN des projets de traité de sécurité pour tenter d'empêcher la guerre d'éclater. To try to prevent the war from happening. And the Americans just basically, both Americans and the NATO basically. Et les Américains, en gros, aussi bien les Américains que l'OTAN, les ont simplement ignorés. Puis immédiatement après avoir lancé l'opération militaire spéciale, ils ont entamé des négociations avec Kiev
qui ont failli aboutir après seulement quelques semaines de guerre. La guerre aurait donc pu se terminer début avril 2022, si ce n'était l'intervention de Boris Johnson. Par la suite, il y eut encore une ou deux tentatives de paix négociées, toujours torpillées par l'Occident et par les Ukrainiens, jamais refusées par la Russie. Ce que la Russie a refusé, c'était un cessez-le-feu inconditionnel, que les Ukrainiens voulaient uniquement pour se regrouper, se réarmer et reconstruire leur armée afin de repartir en guerre avec une plus grande force. Et ensuite, vous savez, les propagandistes occidentaux ont utilisé cela pour dire « Ah, regardez, les Russes ne veulent pas la paix. » Mais ce sont les Ukrainiens qui ne voulaient pas la paix. Ils voulaient poursuivre la guerre, simplement faire une pause pour faire venir plus d'armes, augmenter les effectifs et se retrancher plus solidement dans leur position défensive. Ce n'est pas un chemin vers la paix, c'est un chemin vers la reprise de la guerre. C'est cela que les Russes refusaient, pas la paix. Jamais. So that's what the Russians were refusing, not peace, never. Yeah. Alex, we know that the Trump Oui, administration Alex, has decided nous savons to que l'administration Trump a décidé d'examiner d'une certaine manière Donald Trump lui-même, le vice-président, et même les responsables de cette administration. Ils réduisent ou adoucissent leur ton envers la Russie et envers la Chine. Ils veulent trouver une voie pour collaborer avec la Chine. Ils ne considèrent pas la Chine comme une menace imminente ou comme un pays avec lequel une guerre se profile. Même Pete Buttigieg en parlait. Nous nous préparons à tout, mais nous ne cherchons aucune guerre avec la Chine. Mais du côté du Royaume-Uni et de Starmer, on voit qu'ils adoptent une position plus dure envers la Chine. Penses-tu que le Royaume-Uni gère une sorte de confrontation entre l'Occident et l'Orient? Car après tout, voici ce que Keir Starmer a déclaré récemment dans son discours. Il est clair qu'aucune transformation actuelle n'a de conséquences plus importantes que l'ascension de la Chine. C'est une nation d'une immense envergure, d'une grande ambition et d'une ingéniosité remarquable, une force déterminante dans les domaines de la technologie, du commerce et de la gouvernance mondiale. Notre réponse ne sera ni dictée par la peur, ni adoucie par l'illusion. Elle sera fondée sur la force, la clarté et un réalisme lucide, en cohérence avec notre approche internationale plus large et guidée par notre conviction. Jusqu'à ma rencontre avec le président Xi en novembre dernier, il n'y avait eu aucune réunion au niveau des dirigeants depuis 6 ans. Je parle de la deuxième économie mondiale, d'une nation qui représente plus d'un quart de la recherche et du développement mondiaux et qui est en tête dans certaines technologies clés. Avec Hong Kong, c'est notre troisième partenaire commercial, soutenant environ 370 000 emplois britanniques. Et Madame la Maire, je parle aussi d'un pays qui projette sa puissance, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et l'une des armées les plus puissantes du monde, augmentant rapidement son arsenal nucléaire. Et oui, un pays qui représente de réelles menaces pour la sécurité nationale du Royaume-Uni, pour le dire simplement. En ces temps dangereux, instables et compétitifs, nous servons la Grande-Bretagne en agissant avec détermination et fierté, non en nous repliant. En ces temps, nous servons la Grande-Bretagne en étant forts sur la scène mondiale, non en la désertant. Madame la Maire, en ces temps, l'internationalisme est du patriotisme. Ouais. Donc, à en juger par l'apparence, vous savez, avec la cravate blanche et ce fond en bois, il s'agit presque certainement du discours prononcé à Mansion House, dans la City de Londres. Et c'est traditionnellement ainsi que les Britanniques annoncent qu'ils s'apprêtent à déclencher une guerre quelque part. Très bien, je vais vous lire la déclaration prononcée à Mansion House le 15 novembre 2021. C'était un peu plus de 3 mois avant le début de la guerre en Ukraine. Voici ce que Boris Johnson a dit.
Nous espérons que nos amis reconnaîtront bientôt qu'il faut choisir entre continuer à dépendre toujours davantage des hydrocarbures russes via d'immenses nouveaux gazoducs, ou bien soutenir l'Ukraine et défendre la cause de la paix et de la stabilité. And sticking up for Ukraine and championing the cause of peace and stability, let me put it that way. So, Permettez-moi de le dire ainsi. Même scène, même occasion, 3 ans plus tôt, un autre Premier ministre, mais prononçant un discours qui ressemble un peu à « Nous sommes une grande nation, nous devons nous engager dans le monde », et toutes ces platitudes faciles à digérer. Des remarques mielleuses, exactement. Mais entre les lignes, c'est comme « Nous devons nous engager avec le reste du monde ». Vous savez, comme dans le cas de l'Ukraine en 2021. Le discours de Boris Johnson, c'était du genre « Nos amis en Europe devront décider. Le choix approche. » Comment savait-il que ce choix approchait? Et comment savait-il, qu'est-ce qui lui faisait penser, que cela concernait l'achat d'énergie russe via de grands gazoducs, plutôt que la défense de la liberté et de la démocratie en Ukraine? Ils le savaient, parce qu'ils ont orchestré le conflit dès le départ. Et maintenant, ils essaient de manigancer un conflit contre la Chine, d'une manière ou d'une autre. En même temps, nous voyons que l'administration Trump essaie de travailler avec la Chine de manière coopérative. Comme je l'ai dit, Patrick Bob affirmait que la Chine, la Russie et les États-Unis discutent d'un développement conjoint de l'Arctique. C'est une coopération positive, constructive et amicale. Je ne pense pas que ce soit un hasard si Wang Yi se trouvait à Moscou en même temps que Jared Kushner et Steve Witkoff. Je pense que ces contacts et discussions se poursuivent en coulisses et qu'ils sont bien plus étendus que ce que nous savons. Mais les Britanniques, vous savez, cela met tout leur modèle de gouvernance mondiale en péril, car ils se retrouvent mis à l'écart. La Russie, la Chine et les États-Unis discutent en réalité de l'avenir du monde. Nous voyons que l'une des 4 catégories de ces pourparlers de paix concerne non seulement la paix en Ukraine, mais aussi en réalité une toute nouvelle architecture de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble du continent européen. Et vous savez, ce n'est pas ce que veulent les Britanniques. Les Britanniques veulent une série de points de tension tout le long du continent eurasiatique. Des États baltes jusqu'à la Méditerranée orientale, puis de la Méditerranée orientale, dans un grand croissant, jusqu'au Corée, où ils peuvent toujours déclencher un conflit, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre l'Inde et le Pakistan et l'Afghanistan, entre la Turquie et la Grèce, entre la Syrie et la Turquie, entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une architecture mondiale de l'insécurité. Ainsi, cette coopération entre les 3 grandes puissances, une fois pleinement reconnue, attirera tous les pays, car elle promet le développement économique, la prospérité et un monde où l'on ne vit pas constamment en guerre ou sous la menace de la guerre. Et ce n'est pas seulement que l'on soit contraint de gaspiller ses forces armées ou de sacrifier ses soldats. C'est aussi que l'on finit par détruire son économie, puis par se tourner vers les institutions financières occidentales pour obtenir des prêts, se retrouvant ainsi toujours endetté jusqu'au cou. C'est donc véritablement un choix de vivre dans un monde meilleur. Et je pense qu'il y a un grand espoir que grâce à la coopération entre la Russie, la Chine et les États-Unis, ce monde meilleur devienne non seulement possible, mais probable. Et je comprends que beaucoup de gens ont maintenant de très sérieux doutes à propos de Trump et de son administration. Mais je pense qu'il faut reconnaître que Trump est au pouvoir depuis même pas 11 mois. C'est une nouvelle administration. Les structures de gouvernance américaines ont été infiltrées et récupérées depuis des décennies. Et des préparatifs ont même été faits sous l'administration Biden pour, disons, protéger certains projets et initiatives prioritaires contre Trump,
afin de rendre très, très difficile pour lui de les réduire ou de les arrêter net. Mais on peut avoir une idée de la direction que cela prend en observant la manière dont les Chinois et les Russes réagissent à Trump. Vous savez, si Vladimir Poutine s'assoit avec lui pendant 5 heures, cela signifie qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire. That means that they had a lot to talk about. And then let's remember Kirill Dmitriev in the aftermath of Et puis, the Alaska. rappelons-nous que Kirill Dmitriev, à la suite du sommet d'Alaska, a déclaré que Trump et Vladimir Poutine empêcheraient la Troisième Guerre mondiale d'avoir lieu. Il a également affirmé qu'il n'y avait aucun doute. Ainsi, en avril, Dmitriev est passé sur Fox News et a dit explicitement qu'il ne faisait aucun doute que Trump et son équipe avaient empêché la Troisième Guerre mondiale de se produire. Donc, vous savez, comme pour tout le reste, peut-être que cela passe au second plan. La Troisième Guerre mondiale devrait être, pour tout le monde, au premier plan, car c'est la pire chose qui pourrait arriver. Et l'empêcher pourrait bien être la chose la plus importante sur laquelle se concentrer. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense que si nous étions sous une administration Biden ou Kamala Harris, le monde pourrait être très très différent aujourd'hui. The world might look very, very different today. I think one thing that can destroy all of these Je pense qu'une chose qui pourrait détruire tous les concepts dont nous parlons, c'est le cas du Venezuela. Si les États-Unis décident de faire quelque chose de stupide, à mon avis au Venezuela, cela changerait les choses de manière spectaculaire, car la Chine a déjà condamné ce que font les États-Unis là-bas. Et Donald Trump est en quelque sorte, eh bien, je ne sais pas qui est derrière tout cela, mais il se crée une sorte de chaos avec ces bateaux. Qui pourrait croire que bombarder ces bateaux va résoudre le problème? S'ils attaquent le Venezuela, s'ils font réellement quelque chose là-bas, cela pourrait complètement bouleverser toute l'idée de ce que l'administration Trump pourrait accomplir avant de quitter ses fonctions à Washington. before leaving office in Washington. I have to confess that the Je dois avouer que l'affaire du Venezuela me laisse très perplexe. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est tellement stupide que je ne crois pas qu'une guerre va éclater. Souviens-toi, toi et moi en avons parlé cet été, et j'ai dit que, tu sais, attaquer l'Iran serait tellement idiot que je ne pensais pas qu'il le ferait. Et s'il le faisait, ce serait une fausse guerre. Et je pense que j'avais raison à ce sujet, parce que je crois vraiment que l'attaque contre l'Iran était une fausse guerre. Ceux qui en doutent n'ont qu'à comparer cette guerre à celle de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Somalie, à n'importe lequel de ces conflits. L'attaque contre l'Iran était une fausse guerre. Donc je pense que, vu à quel point une attaque contre le Venezuela serait spectaculairement stupide, je ne crois pas que cela arrivera. I don't think that it will happen. Now, I've been wondering why on earth are they. Je me suis demandé pourquoi diable ils font cela, pour commencer. Et je dois dire que je n'adhère pas au récit sur le trafic de drogue, car je ne pense tout simplement pas que le Venezuela devrait être la cible numéro 1 si l'on voulait vraiment s'attaquer au trafic de drogue. Je ne crois pas non plus à l'argument du pétrole, car si c'était le cas, alors Trump gaspillerait effectivement les ressources des contribuables américains et peut-être la vie de soldats américains pour offrir un joli cadeau sur un plateau d'argent aux banquiers de Wall Street et de Londres. Donc, il faudrait que je sois convaincu qu'il joue pour eux. Et je ne le pense pas du tout. Je ne crois pas qu'il le soit. C'est donc autre chose. Et dernièrement, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh non, c'est à cause des machines à voter. » People saying that, oh no, it's about the voting machines, it's about Smartmatic and the other. Il s'agit de Smartmatic et des autres technologies de Dominion qui auraient été développées pour pouvoir truquer les élections américaines ou les élections dans à peu près n'importe quel pays. Le développement et les serveurs qui font fonctionner ces systèmes se trouvent au Venezuela et la CIA y dispose de ressources très très étendues, ce que je trouve d'ailleurs crédible. Par hasard, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme
un ressortissant bosniaque qui avait fait partie des commandos des forces spéciales avant de rejoindre une société de sécurité privée. Il m'a dit en tête-à-tête qu'il travaillait souvent au Venezuela, et je lui ai demandé « Que fais-tu au Venezuela ?» Et il m'a répondu « Oh, eh bien, nous faisons le sale boulot pour le régime Maduro. » Je lui ai demandé quel genre de sale boulot, et il a dit « Eh bien, de la contrebande d'armes et de technologies militaires pour le régime Maduro. » Donc, il se passe un peu de tout cela. Et vous savez, la première personne qui m'a alerté à ce sujet, c'était mon ami Tom Luongo, mais je l'ai ensuite entendu d'autres aussi. Tu sais, je l'ai entendu de... Eh bien, tu sais, Mike Benz suit ça de près. Howard Kunstler a récemment écrit un article à ce sujet, Susan Kokinda aussi, et ainsi de suite. Donc ça vient de différents horizons. Et il me semble que peut-être Trump ne cherche pas tant à changer le régime du Venezuela qu'à dire à Maduro « Tu vas travailler pour moi, maintenant, et je veux les preuves. » Parce que, si c'est vrai que le Venezuela a coopéré avec la CIA, souviens-toi, quand la guerre a commencé en 2022 en Ukraine, l'administration Biden est allée à Caracas. Ils y ont envoyé une délégation parce qu'ils se sont dit « On va avoir besoin de pétrole. » Et ensuite, ils ont fini par négocier quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Ces négociations étaient secrètes, et il n'a pas été révélé ce qui avait été discuté. Ou du moins, seules certaines informations liées au pétrole ont été rendues publiques, mais pas les autres aspects. Ensuite, l'administration Biden a partiellement levé les sanctions contre le Venezuela. Il se peut donc que Maduro ait passé un pacte avec le diable en se disant « Très bien, je vais coopérer avec ces gens parce que j'ai besoin de la levée des sanctions, parce que j'ai besoin d'atténuer les problèmes de l'économie vénézuélienne. » Pendant l'administration Biden, le régime vénézuélien a coopéré avec l'équipe de Biden sur des sujets qui sont probablement aujourd'hui perçus comme hostiles aux États-Unis. Et je pense que Trump veut sans doute des preuves de tout cela, et que son attaque contre le Venezuela est en réalité une attaque contre l'État profond américain, qui n'est pas seulement américain, mais international. C'est américain, européen, britannique, le Mossad, et ainsi de suite. Je ne sais pas, je suppose. Je ne crois pas à la thèse du narcotrafic. Je ne crois pas non plus à celle du pétrole. Et je suis d'accord pour dire qu'attaquer le Venezuela serait d'une stupidité spectaculaire, au point que même si tout se passait parfaitement, ce n'est pas pour cela que le peuple américain a voté. Ce n'est pas ce qu'il demande. Donc, même si Trump pouvait mettre en scène une photo de mission accomplie sur un porte-avions Gerald Ford, les gens pourraient à juste titre se sentir trahis. Et tout cela, tu sais, à l'approche des élections de mi-mandat l'année prochaine, n'a aucun sens. Donc je pense que nous allons le découvrir. Mais rappelons-nous, l'attaque contre le Venezuela a commencé dans la première moitié de septembre. Cela fait donc presque 3 mois maintenant, et il n'y a eu aucune attaque. Je crois qu'il se passe autre chose. Exactement. Je ressens vraiment la même chose, Alex. Et je suis tellement heureux que tu aies mentionné cela. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi, Nima. Chaleureuse salutation de Monaco à tout le monde. Et à la semaine prochaine. Oui, Inch'Allah. Au revoir, prenez soin de vous.